comment expliquer ces formes étranges? En architecture comme ailleurs, la différence interpelle, le nouveau interroge, ce qui est contraire est souvent un mystère. Mais le Danemark n'en est pas à son coup d'essai, et imagine depuis longtemps. Dans les contes d'Hans Christian Andersen, au cœur de l'atome modélisé par Niels Bohr, on trouve un pays qui aime penser, et aujourd'hui se tourne vers demain. Le Danemark ne veut effectivement jamais se reposer sur ses acquis, en football non plus. Et 7 € ressemble à la dernière ligne d'un riche chapitre. Vivront-ils heureux à la fin? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, 12e épisode de retour, donc on est officiellement à mi-parcours, franchement, ça fait plaisir de dire ça. Et aujourd'hui on s'intéresse donc au Danemark. Son histoire footballistique à l'Euro, elle est particulièrement riche, la nation de Michael Laudrup, Peter Schmeichel, a remporté un Euro en 1992, c'était l'Euro suédois. Il le gagne un petit peu comme la Grèce en 2004, c'est-à-dire à la fois de manière totalement inattendue, mais aussi en pratiquant un football, faut le dire, relativement négatif, restrictif. On en a fait une vidéo, pas en 92, mais il y a quelques années, on avait fait cette vidéo où on parlait du changement de règles, l'interdiction pour le gardien de ramasser à la main une passe en retrait de son défenseur si elle était faite au pied. C'était notamment suite à l'Euro 92 du Danemark. Ouais, il y avait des moments un peu gênants. Mais on va dire, ils se sont bien rattrapés déjà, tout le mérite leur revient, très grande victoire, mais ils se sont bien rattrapés en 2021, à la dernière édition, où ils étaient un petit peu l'équipe frisson du tournoi, un peu l'équipe coup de cœur pour tout le monde. Ils vont jusqu'en demi-finale, où ils sont éliminés par l'Angleterre à Wembley, après prolongation, en ayant sorti la République tchèque en quart, le Pays de Galles étrié 4-0 en 8e à Amsterdam. Et en phase de groupe, bien sûr, leur tournoi avait commencé par cette grande sueur froide, l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, première journée contre la Finlande, qui nous avait fait tellement flipper. Ça, plus la qualité du football ultra offensif, ultra enthousiasmant qu'ils ont proposé tout au long de la compète, ça faisait du Danemark vraiment l'équipe frisson, l'équipe kiffante à suivre de ce tournoi. Et puis derrière, en plus, ils ont enchaîné avec quelques très belles performances en Ligue des Nations. Voilà, pas très longtemps après, un an après, ils battent 2 fois l'équipe de France, 2-1 en juin, 2-0 en septembre. Tout semblait rouler pour le Danemark. Le problème, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde, où ils ont terminé à la dernière place du groupe, derrière Australie, derrière Tunisie, ce qui était vraiment surprenant. Aucune victoire, un seul but en 3 matchs. Il y a même certaines personnes qui parlaient à la suite de 7 € d'un Danemark qui monte en puissance et qui honnêtement fait partie des prétendants à la victoire finale. Est-ce que le Danemark peut gagner une Coupe du Monde, aller en finale comme la Croatie en 2018 ? Bon, le résultat, c'est le gros point noir, la grosse ombre au tableau de l'ère Kasper Hjulmand. Et derrière, leur phase de qualif n'a pas été particulièrement brillante non plus. Ils terminent à la première place du groupe, à égalité de points avec la Slovénie. 2 défaites quand même en 10 matchs, notamment une qui a fait très mal au Kazakhstan, alors qu'ils menaient 2-0 et ils s'écroulent dans les 20 dernières minutes et perdent 3-2. Dernière journée aussi, la qualif était déjà en poche, mais une défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord qui a piqué. Et de tout ce que je lis, notamment dans les commentaires YouTube des vidéos officielles du Danemark sur leur chaîne officielle, l'enthousiasme est très bas. Les Danois sont pas particulièrement optimistes et une des raisons, c'est que les hommes de Kasper Hjulmand jouent pas très bien. Le football frisson, kiffant, enthousiasmant, offensif de l'Euro 2021 a un peu disparu et aujourd'hui, même sur le système, on n'est pas sûr de comment cette équipe va jouer. Déjà, défense à 4 ou défense à 3, il n'y a aucune certitude. J'ai essayé de raisonner personnellement en partant des derniers matchs en me disant que sur les grosses rencontres, généralement, ils ont joué plutôt à 3 derrière. Par exemple, je tire moins d'enseignements de la formation choisie contre le Saint-Marin, où c'était un 4-3-3 offensif, que par exemple le retour contre le Kazakhstan. Il y a eu une défaite au match aller contre le Kazakhstan. Match retour maintenant à la maison, je me dis ça c'est le système qui est plus proche de celui qu'on risque de les voir alignés dans les gros matchs de l'Euro forcément, parce que c'était un match avec tellement d'importance. Pareil contre la Slovénie, qui était la 2e meilleure équipe du groupe. Là aussi, ils sont partis sur une défense à 3. Et plus récemment, sur les matchs amicaux de préparation, ils ont joué les îles Féroé. Là, ils étaient en 4-3-3 offensif. Mais contre la Suisse, une vraie équipe
niveau euro, c'était aussi de la défense à 3. Dur à dire, honnêtement, ça peut changer au fur et à mesure de la compétition, à l'intérieur même de la compétition, mais si je devais vraiment parier, je dirais plutôt défense à 3. Je pense qu'il y a une certitude déjà, c'est Kasper Schmeichel dans les buts. Bon, ça déjà, ça fait vachement débat au pays. À 37 ans, pourtant il fait pas une mauvaise saison avec Anderlecht. Dans le championnat belge, en tout cas, quand on regarde les post-shot expected goals, il est le meilleur gardien sur sa ligne, celui qui a rapporté le plus de buts à Anderlecht, plus 8,7, quasiment 0,4 par match. Donc ses performances sur la ligne en club semblent bonnes, mais c'est vrai qu'à 37 ans, avec le Danemark, il y a eu des vrais moments de faiblesse, même récemment, des moments où il s'est pas particulièrement mis en valeur. Et bon, c'est un peu un problème parce qu'il y a des bons gardiens derrière. Il y a Frédéric Renaud de l'Union Berlin qu'on connaît assez bien, mais aussi le très jeune Mats Hermansen de Leicester qui remonte en Première Ligue après une saison très accomplie en Championship, et il est dans l'équipe de l'année Championship. Mats Hermansen, beaucoup de suiveurs du foot danois aimeraient le voir titulaire à l'Euro, mais pour l'instant, parmi tous les moments où il a été appelé, il n'a pas disputé encore le moindre match avec le Danemark. Et il était dans le groupe à chaque fois, mais pas la moindre minute. Donc je pense que Kasper Hjulmand privilégiera plutôt Schmeichel. C'est un peu à l'image d'une équipe qui repose beaucoup sur ses vétérans, ses joueurs très capés. Dans le 11, il y a 3 joueurs à 100 sélections ou plus, et dans le groupe, sans doute une dizaine qui vont être pris, qui ont au moins 70 sélections. C'est un groupe que je trouve assez vieillissant. Et la ligne défensive, alors je pense que ce serait, si c'est une défense à 3, Andreas Christensen, Joachim Andersen et Simon Kjær. Bon, les raisons pour lesquelles je pense ça, c'est que Simon Kjær, c'est le capitaine. Joachim Andersen, il a été très bon à Crystal Palace cette saison. Il a joué les 38 matchs et les 90 minutes des 38 matchs, donc il n'a pas raté une seule petite minute de Première Ligue cette saison, même malgré 7 cartons jaunes, pas de suspension. Très très bonne saison, il a été élu co-meilleur joueur pour les supporters de Crystal Palace à égalité avec Jean-Philippe Mateta, donc il mérite sans doute sa place dans le trio défensif. Et la raison pour laquelle je pense c'est Kjær, Andersen, Christensen, c'est qu'ils font tous les 3 partie des joueurs qui ont disputé le plus de minutes sur cette phase de qualif. Kjær est le 4e joueur le plus utilisé, Andersen 5e, Christensen aussi dans le top 10. Donc ouais, je pense ça c'est le trio défensif. Et du coup en tant que piston, je pense aussi forcément qu'il y a Joachim Mehle, 8 matchs, 8 titularisations, 2 buts aussi pour lui sur la phase de qualif, dont un assez important, le premier du match contre la Slovénie. Donc ouais, pour moi il n'y a pas trop de doute sur Joachim Mehle. Sur ce poste de piston gauche, je peux honnêtement pas dire qui sera titulaire. On a vu Skov Olsen, Striger Larsen, il y a Christiansen de Bologne qui est plus un latéral gauche mais qui a pas mal joué dans le Bologne de Thiago Motta, et lui pour le coup vraiment gaucher. Si c'était défense à 4, je pars plutôt sur Christiansen. Ça pourrait être une option, à 21 ans il fait partie des latéraux intéressants de Serie A. Bon, parmi les leaders de cette sélection, il y a évidemment Pierre-Emil Højbjerg et Christian Eriksen. Est-ce que Eriksen sera un cran plus haut comme ça, comme meneur de jeu avancé ou comme meneur de jeu reculé? Les deux options sont envisageables, peut-être ça dépend de l'opposition qu'il a rencontrée, mais je vois pas trop de monde où les deux ne sont pas titulaires. Pierre-Emil Højbjerg, il a joué les 10 matchs, il a fait partie des 3 seuls joueurs qui ont disputé les 10 matchs avec Kasper Schmeichel et Jonas Wind, les 10 matchs de qualif, 9 titularisations, et Christian Eriksen fait aussi partie des joueurs les plus utilisés, 6 matchs joués, 6 titularisations, et à chaque fois qu'il a joué les matchs en entier sans être remplacé. Donc bien sûr, il y a la question de la condition physique de Christian Eriksen. Bon, le problème c'est que ces deux joueurs de base, Eriksen, Højbjerg, 2 des joueurs les plus expérimentés de la sélection, voilà, Christian Eriksen c'est le 3e joueur danois le plus capé de l'histoire et il va dépasser Peter Schmeichel, donc il va devenir le 2e. Il y a Kjær qui est juste devant avec 131 caps, 128 pour Eriksen. Højbjerg, il est juste un petit peu plus bas là avec 75 sélections. Sinon on a des joueurs qui vont être appelés aussi, Thomas Delaney 76, Poulsen 77, Kasper Schmeichel donc qui a passé la barre des 100 l'autre jour. Mais ouais, ce duo Højbjerg-Eriksen, bon, le problème, c'est que les deux ont assez peu joué en club cette saison. Alors, Højbjerg, 36 apparitions en Première Ligue, mais quasiment jamais en tant que titulaire. C'est des entrées en cours de jeu. Il a beaucoup joué avec le Danemark, et c'est un indépassable, un infranchissable de la hiérarchie de Kasper Hjulmand. Mais avec Tottenham, c'est pas vraiment distingué cette saison. Et Christian Eriksen, c'est presque pire. 22 apparitions en Première Ligue, 33% des minutes jouées avec United. Sa dernière titularisation, c'était à la défaite humiliante contre Crystal Palace. Sinon, beaucoup de moments où il était sur le banc, même pas utilisé. Ça, c'est le tandem, et ça, c'est les deux vétérans, 2 des leaders de cette équipe, qui jouent pas beaucoup en club, qui n'ont pas beaucoup joué en club cette saison. Dans quel état vraiment est-ce qu'ils vont arriver à l'Euro? Si c'est ce 5-3-2, 3-5-2, je pense que par contre, il y a un peu moins de doute sur le duo de pointe, où ça devrait être Rasmus Højlund
et Jonas Wind. Là aussi, je m'appuie sur les choix qui ont été faits en qualif, deux des joueurs les plus utilisés par Hjulmand. Wind en plus a joué les 10 matchs, 7 en tant que titulaire comme on a discuté, mais a joué les 10 matchs. Højlund 8 des 10, mais les deux derniers, il les a ratés pour une petite gêne, petite blessure, et les deux ont été relativement performants, en tout cas au niveau statistique. Højlund 7 buts, le meilleur buteur de ce groupe de qualif là, et Jonas Wind 3 buts, 3 passes décisives, 6 contributions. Pour autant, difficile de dire qu'il fait une très bonne saison à Wolfsburg. Je trouve les chiffres sont un peu trompeurs. 11 buts, 7 passes D en 34 journées de Bundesliga, ça paraît pas mal. Mais quand on va regarder dans les détails, 5 de ces 11 buts, c'était sur les 4 premières journées, 4 sur les 2 premières, doublé contre Heidenheim, doublé contre Cologne. Depuis fin novembre et ce but contre Leipzig, il n'y a pas grand chose. Il en a marqué que 2 petits contre Bochum et Darmstadt. Donc il vit vraiment pas sa meilleure période. Et du coup, dur de garantir absolument qu'il sera associé à Højlund. Bon, lui, c'est un peu un tout nouveau visage de cette sélection danoise. Il n'a pas connu l'Euro, il n'était pas là pendant l'Euro glorieux, mais il a aussi évité le drame de la Coupe du Monde. Il est arrivé en gros après, et ses débuts ont été tonitruants. Sa première titularisation contre la Finlande, triplé. La deuxième contre le Kazakhstan, malgré la défaite, doublé les 2 premiers buts du match. Et donc 7 buts en qualif pour lui au total. Il était aussi titulaire sur le gros match contre la Suisse, le match amical le plus important des deux, en tout cas Suisse-Île-Féroé. Ce 0-0 là, pas particulièrement convaincu au Parken. Si on regarde un petit peu le système, justement, ça peut nous mettre sur la piste aussi des choix qui seront faits par Hjulmand. Là, il était associé à Yusuf Poulsen. Peut-être plutôt Poulsen donc que Wind, mais le était effectivement le piston droit, Christiansen était le piston gauche, Højbjerg, Eriksen, Delaney plutôt que Norgard, mais peut-être cette ligne de 5 là, c'est le plus probable. Et après Andersen, Kjær, c'était Vestergaard le troisième central. Ça me rappelle l'époque Southampton avec ses longues transversales, longues obliques. Mais je pense qu'à l'époque Christensen avait sa petite gêne. Avec le Barça, c'est la raison pour laquelle il n'était pas dans le groupe. Et sinon on voit sur les joueurs utilisés, Victor Nelson de Galatasaray, ok, Elias Yellert comme on en a parlé en tant que piston, Mathias Jensen aussi de Brentford qui fait partie des joueurs qui rentrent régulièrement, Kasper Dolberg, parfois utilisé même en tant que joueur un petit peu sous les deux avant-centres en tant que 10, Wind avait fait une apparition. Quelque chose qui me chagrine un peu, c'est que sur ces matchs importants, on n'a pas vu de minutes pour le joueur peut-être le plus intéressant, peut-être le joueur à suivre de ce Danemark, mais on verra s'il est utilisé par Kasper Hjulmand. C'est le petit jeune Matt O'Reilly, 23 ans, 1m89, milieu un peu box-to-box de projection, qui est en train de faire des ravages en Écosse. C'est tombé l'autre jour, il est nominé pour être joueur de la saison, on verra s'il est effectivement. Sur les phases de play-off là, il est sur 5 buts et 2 passes décisives sur ses 4 derniers matchs. Il est en train de faire une saison à 4200 minutes, 19 buts, 18 passes D, toutes compétitions confondues. Un vrai moteur qui apporterait sans doute le supplément d'énergie, de fraîcheur, de vivacité dont ce Danemark a besoin. Mais pour l'instant, c'est que 2 petites sélections avec le Danemark, une titularisation à la dernière journée qui comptait pour du beurre contre l'Irlande du Nord et seulement 30 minutes en fin de match contre les îles Féroé. Donc je suis pas hyper optimiste sur le temps de jeu qui sera accordé à Matt O'Reilly, mais sur son niveau actuel, sans doute il mérite d'avoir une place, peut-être une place significative dans cette équipe danoise. Et alors après malheureusement j'aimerais dire la même chose de 2 joueurs qui étaient très très intéressants à une époque, Mikkel Damsgaard et Jesper Lindstrøm, mais les deux ont fait une saison assez compliquée. Damsgaard, il a eu sa grosse blessure en milieu de saison au genou, mais du coup a pas énormément joué avec Brentford. Et Jesper Lindstrøm, son transfert à Naples, malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Il a très très peu joué cette saison en Serie A, au point même de ne pas être appelé par Kasper Hjulmand sur le dernier rassemblement, pas dans l'effectif donc contre Suisse et il fait rouer en mars. Il était quand même régulièrement utilisé en phase de qualif, mais je sais pas s'il sera forcément à l'Euro. Et pourtant Lindstrøm, on le voit ici, ailier droit, ailier gauche, Mikkel Damsgaard aussi. Ça généralement c'était les joueurs ailiers du Danemark, les offensifs de côté, mais comme ils sont pas sur un super niveau en ce moment, c'est la raison pour laquelle j'ai plus de mal à imaginer du 4-3-3. D'autant plus que malheureusement Modarami est blessé, retour espéré le 30 juin, un truc au genou, donc on verra si c'est à temps pour l'Euro, mais je suis pas particulièrement optimiste. Il y a Anders Dreyer d'Anderlecht qui est en train de faire une vraie bonne deuxième partie de saison, et Gustaf Isaksen aussi de la Lazio. Donc à voir, des petits noms comme ça. Mais j'imagine que ça ressemblera plutôt à quelque chose de ce type. On verra. Le groupe est assez costaud pour le Danemark. Commencer par la Slovénie, on a parlé dans le dernier épisode, ok, c'est pas un cador, un monstre de l'Euro, mais attention, peut-être une équipe un peu sous-estimée. C'est à Stuttgart donc pour ouvrir le bal. Ensuite c'est l'Angleterre à Francfort, possibilité pour les Danois de prendre leur revanche sur la demi-finale du dernier Euro, mais évidemment ça va être un match compliqué. Et enfin la Serbie, ce Danemark-Serbie de 3e journée, ça ressemble à un match pour la qualif. Alors les bookmakers sont plutôt confiants pour les Danois quand on pose la question qui atteindra les 8e. L'Angleterre évidemment est favorite
favorites. Le Danemark, comme on en parlait dans l'épisode sur la Slovénie, ils sont là à 1,30. Serbie 1,55. Et la Slovénie, ouais, toujours là à 2,25. Je trouve que le Danemark est un peu surcoté par rapport à leur forme récente, ce qu'ils ont montré à la dernière Coupe du Monde, les doutes qu'il y a sur une équipe qui est un peu vieillissante et cette défense, 10 buts encaissés quand même, dans un groupe qui était plutôt à leur hauteur. Peut-être que le motif d'espoir, c'est qu'ils vont rejouer la Slovénie, qu'ils ont joué en groupe contre lesquels ils avaient pris 4 points. Donc il y a une petite confiance à avoir peut-être par rapport à ça. Mais en général, je suis pas hyper optimiste sur ce Danemark. Peut-être que tout dépend des performances de Rasmus Højlund, peut-être que Hjulmand peut changer encore, franchement la formule n'a pas été trouvée, et peut-être qu'il peut y avoir des intégrations, des arrivées de dernière minute, du temps de jeu pour Matt O'Reilly qui bouscule un petit peu tout. Peut-être qu'Eriksen et Højbjerg peuvent trouver un second souffle en sélection. Mais ouais, dans l'ensemble, un peu référence à l'introduction, ça ressemble un peu à la fin de l'histoire. Vivront-ils heureux à la fin? Je sais pas, ça a l'air d'être un peu la fin de cycle pour ce Danemark. Bon, ça veut dire aussi énormément d'expérience dans cet effectif. Ils sont allés en demi du dernier Euro. Ils ont quand même des références et il y a beaucoup de talent aussi, bien sûr. Il y a des top joueurs à chaque ligne. Maintenant, le groupe n'est pas le plus évident, je trouve, et il est peut-être un peu sous-coté. Donc attention au Danemark, équipe surprise du dernier Euro. Est-ce que ça pourrait être la déception de celui-ci? Ou est-ce que la Coupe du Monde nous a laissé un souvenir un petit peu trop amer, un goût trop amer? Honnêtement, cette sélection danoise et l'histoire danoise n'est pas facile à lire. Un grand merci à mes amis de Nordisk Football qui m'ont bien aidé pour faire cette vidéo, qui font un travail absolument remarquable sur le foot, pas que scandinave, nordique en général, et notamment sur le Danemark. Je vous mettrai leur page en description. Et un grand merci à vous, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Et ouais, c'est la deuxième moitié de notre grand tour qui démarre. Hâte de vous y retrouver. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à bientôt, bonne semaine, bisous.